Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre autour de cette table ouverte de ce dimanche consacrée, comme vous le savez, à l'Algérie, au drame qui ensanglante l'Algérie depuis plus de 3 ans maintenant. Depuis les élections annulées de 1991, depuis la dissolution du FIS, le Front islamique du salut, en 1992, 2 clans s'affrontent et se déchirent en Algérie, 2 clans irréductibles qui prennent chacun à leur tour la malheureuse population algérienne en otage. D'un côté, le Front islamique du salut, comme je l'ai dit, et ses satellites. De l'autre, le pouvoir en place, qui est un pouvoir d'essence essentiellement militaire. On ne compte plus les attentats, les assassinats, les meurtres collectifs et les massacres. Dans sa folie meurtrière, le GIA, le groupe islamique armé, menace même les enfants, les adolescents, les lycéens, puisqu'il a détruit récemment plus de 600 établissements scolaires et assassiné plus de 40 enseignants. Le constat est relativement simple à faire. Nous sommes en face d'une situation tragique, mais totalement bloquée. Aucun des 2 camps en présence n'a l'intention de baster. Alors y a-t-il une solution? Comment s'en sortir? Ce sera l'un des thèmes dont nous allons débattre avec mes invités au cours de cette émission. Les invités que je vais vous présenter maintenant. À ma gauche, M. Ahmed Charef, qui est un journaliste et écrivain algérien, qui vient de publier cet excellent ouvrage « Algérie, le grand dérapage » et qui va signer ce livre demain à Genève, à la librairie Al-Diwan, au Paki, à partir de 16-17 heures, je crois, M. Charef. Et puis, à côté de lui, M. Gilles Kepel, qui est professeur à l'Institut d'études politiques de Paris et qui est un grand spécialiste des mouvements islamiques, qui vient de publier également très récemment ce livre « À l'ouest d'Allah ». En face, vous le connaissez bien, Pierre-François Chaton, qui est le chef de notre rubrique internationale Hôtel et Journal. Et puis à côté de lui, Antoine Maurice, qui est aussi un habitué de ces tables ouvertes et qui est le rédacteur en chef du Journal de Genève. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez, suivant la tradition de table ouverte, téléphoner dès maintenant au numéro qui va apparaître de temps en temps sur votre antenne et que je vous rappelle, je ne le connais jamais par cœur, mais je vais le trouver. C'est le 320 64 11 et que nous répondrons à vos questions à partir à peu près de 12h15. Mais avant d'en arriver là, nous allons faire un bref rappel en images des derniers événements qui ont ensanglanté l'Algérie. Lundi 30 janvier, 15h30, une voiture piégée explose à Alger, boulevard du Colonel Amirouge devant le commissariat central, en plein centre-ville. C'est l'heure où les gens font leurs courses en prévision du ramadan. Les auteurs de l'attentat ont prévu le carnage, 38 morts, 256 blessés. La plupart des victimes sont des passants, des femmes, des enfants. L'affrontement armé entre islamistes et gouvernement militaire algérien est à son comble. Les attentats succèdent aux attentats, la répression à la répression. Dernière tragédie, l'émeute déclenchée le 22 février à la prison de Serkakji, à 2 pas de la Casbah. Bilan, une centaine de morts, dont 96 islamistes détenus. L'Algérie est-elle prête à en finir avec les années de plomb? En tout cas, l'armée islamique du salut a promis que les derniers jours du ramadan, qui se termine actuellement, seront marqués par la violence. Par la grâce de Dieu, ont annoncé les barbus, les derniers jours du ramadan seront de feu et de flammes face au pouvoir putschiste. Après la prise d'otage de l'Airbus d'Air France, après les massacres des Pères Blancs en Kabylie, l'angoisse des Algériens est à son comble. Dans ta maison, Seigneur. Dans l'effroyable lutte armée que se livre le Front islamique du salut et le pouvoir, le peuple algérien est devenu l'otage innocent d'une violence qui semble avoir submergé toute réflexion, toute initiative, tout projet. On estime à plus de 20 000 les victimes, civiles ou non, tuées ces 2 dernières années. 32 ans après l'indépendance, acquise au prix d'une terrible guerre qui dura 7 longues années, comment a-t-on pu en arriver là? Voilà, après ce rappel en images, je me tourne tout de suite vers M. Abed Charef, et non pas Ahmed, excusez-moi tout à l'heure, je me suis trompé. M. Abed Charef,
Vous êtes un journaliste qui avait vécu à Alger, vous avez été l'objet de 2 attentats et vous avez quitté l'Algérie il y a quelques mois. J'aimerais vous demander tout simplement, de nous expliquer comment on vit aujourd'hui à Alger, comment on vit quotidiennement, est-ce qu'on peut y vivre, est-ce qu'on peut sortir, aller voir ses amis, comment vit-on à Alger? En fait, il y a 2 manières de vivre. Il y a une partie de la population qui se sent, à plus ou moins juste titre, menacée, donc qui prend des précautions assez importantes. Et donc, cette partie de la population a une liberté de mouvement extrêmement réduite. Mais il y a à côté une société qui vit, qui est bouillonnante, qui est très dynamique. Et si vous allez à Alger, vous pouvez circuler pendant 1 mois sans peut-être jamais sentir qu'il y a une guerre qui se passe là-bas. Donc il y a un contraste qui est évident, y compris à Alger même. Vous pouvez y rester 15 jours à vous balader partout, y compris dans les quartiers d'Ichou. Vous pouvez ne strictement rien voir. Et de l'autre côté, il y a les bilans qui tombent le soir, la rumeur, etc. C'est ça plutôt qui rappelle qu'il y a un drame qui se passe. Bon, mais cette situation, je veux dire, de tension, elle existe surtout chez des gens comme vous, les journalistes, des intellectuels, voire des étrangers. Disons qu'il y a des catégories de population qui ont été explicitement ciblées par les groupes armés, les journalistes, certains universitaires, les étrangers, donc qui ont été menacés. En gros, ce sont les gens qui constituent des cibles médiatiques importantes. Les islamistes se sont rendus compte, c'est un drame, mais se sont rendus compte que quand on tue un étranger, ça rapporte politiquement plus que quand on tue son policier. Et donc, c'est plus simple et ils ont recours à ces méthodes-là. D'accord. Bien, je vous remercie pour ce témoignage. Alors, quand on examine l'Algérie d'aujourd'hui, on arrive au constat qu'on est en face d'une situation bloquée, complètement bloquée, qu'aucun des partis en présence n'a l'intention, pour l'instant en tout cas, de céder du terrain, et puis que par-dessus le marché, c'est une impression qu'on a, c'est qu'il n'y a pas un grand mouvement qui serait unanime contre l'une ou l'autre des partis. Alors, est-ce qu'on peut faire basculer la situation, Monsieur Keppel? Est-ce qu'il y a, je sais que la question était peut-être un peu naïve ou simple, mais est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut basculer? S'il y a une solution, en tout cas, on ne la voit pas dans les médias. Parce que tout à l'heure, vous avez décrit la situation politique algérienne comme caractérisée par l'affrontement entre 2 blocs qui prenaient la population en otage. En fait, c'est malheureusement, je crois, encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler le camp islamiste d'un côté et le camp du pouvoir de l'autre, il y a aussi des factions qui luttent les unes contre les autres. Si vous voulez, si on essaye de voir un peu ce qu'est le mouvement islamiste algérien, pourquoi il a pris tant d'importance en si peu de temps et pourquoi ensuite il s'est brisé. Au départ, à l'intérieur du FIS, vous avez plusieurs tendances diverses, plusieurs groupes sociopolitiques différents. Vous avez à la fois ce qu'on pourrait appeler des ingénieurs barbus, des gens qui ont été formés à l'étranger et qui ont assimilé les techniques et les méthodes séculières, mais qui en même temps luttent pour une société islamique. Pourquoi? Pour de nombreuses raisons, entre autres parce qu'il faut bien le rappeler, il y a eu 30 ans de domination militaire en Algérie qui a éliminé tous les gens qui n'étaient pas dans la ligne et dans le système du parti au pouvoir. Donc des gens qui avaient des compétences, qui ont été mis sur la touche et qui ont vu dans un mouvement oppositionnel la possibilité d'arriver au pouvoir. Vous avez aussi une bourgeoisie dévote, commerçante et autres. Et puis vous avez cette masse de ce qu'on appelle les hétistes en Algérie, on en a vu quelques-uns dans les images tout à l'heure, des garçons qui ont le dos au mur, mot à mot, toute la journée, qui sont des désœuvrés. Et tous ces groupes ont fusionné, si vous voulez, ont laissé de côté leurs divergences internes entre 89 et la fin 91 et se sont rejoints dans le FIS pour renverser le pouvoir. Mais une fois que la répression a eu lieu, on y revient tout à l'heure, pourquoi, si vous voulez, le projet du FIS a échoué politiquement. Bon, Abed Sharef y consacre de nombreuses pages dans son livre. À partir de ce moment-là, si vous voulez, la mouvance islamique elle-même s'est scindée. Et aujourd'hui, vous avez d'un côté ce qu'on pourrait appeler le FIS et puis l'armée islamique du salut, c'est-à-dire des gens qui sont en fait des élites alternatives, qui souhaitent remplacer les gens qui sont actuellement au pouvoir, mais sans qu'il y ait de transformation complète dans la hiérarchie sociale. Et de l'autre côté, vous avez les jeunes déclassés, la plèbe urbaine, si vous voulez, les hétistes, qui eux sont bien plus désireux de changements radicaux et qui ne font plus confiance aux anciennes élites du FIS pour mener à terme ce changement.
D'où l'impossibilité d'avoir un changement structuré, si vous voulez, et la volonté d'un grand nombre de jeunes dans les quartiers aujourd'hui, de jeunes islamistes, d'en découdre immédiatement avec tout ce qui symbolise pour eux un ordre exécré, et qui également s'en prennent aujourd'hui aux anciens dirigeants du FIS, qui sont toujours présents dans les quartiers ou qui ont été libérés de prison et qui ne bénéficient plus de leur respect. D'où la difficulté de trouver des intermédiaires et d'arriver à des solutions négociées. C'est pourquoi, si vous voulez, le pacte qui a été signé à Rome est quelque chose qui est certainement une initiative à laquelle il faut prêter attention, mais qui en fait a une importance limitée du fait même que, y compris les dirigeants islamistes qui y ont participé, aujourd'hui ne bénéficient plus à la base du crédit dont ces mêmes dirigeants auraient bénéficié avant la fin 91, si vous voulez. Donc il faut rappeler que cette offre de paix de Rome a été signée par un certain nombre de mouvements d'opposition au régime en place, y compris le FIS, mais qu'elle a été très mal reçue par le pouvoir en place, Pierre-François Chaton. Oui, on constate qu'à Rome, en fait, c'est un regroupement d'alliés qui, jusqu'à maintenant, se sont plutôt confrontés perpétuellement. Le FLN, d'une part, c'est l'ancien parti-État, il ne faut pas l'oublier, qui a dominé pendant plus de 30 ans la vie politique algérienne. Le FIS, c'est l'émergence islamique, comme l'a très bien décrit Gilles Kepel, mais dans sa partie, disons, civile. Et puis, il y a également le FFS, le Front des Forces Socialistes, d'Aït Ahmed, qui est essentiellement un mouvement régionaliste, puisqu'il défend la culture berbère. Et c'est un mouvement qui a eu de la peine à s'implanter sur l'ensemble du territoire. Le FFS est un mouvement qu'on peut qualifier, je crois, de parti démocratique. Le FIS, difficile, puisqu'on n'a pas eu véritablement l'expérience, puisque ces fameuses élections ont été annulées. Quant au FLN, eh bien lui, on le connaît plutôt comme parti-État. En fait, ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de tradition démocratique dans ce pays. Il n'y a absolument aucune tradition démocratique dans ce pays. Les élections, il y a eu des élections communales qui ont donné des résultats et qui ont permis l'implantation du FIS dans un certain nombre de communes. Et ensuite, il y a eu ces élections générales qui ont été annulées par le pouvoir. Donc la première chose à dire aujourd'hui, c'est faire des élections, c'est une chose, mais il faudrait d'abord fixer des règles du jeu et faire en sorte que tous ceux qui vont participer à ces élections s'engagent à respecter ces règles du jeu. Oui, alors Antoine Maurice, sur ce problème d'une solution possible, d'un dialogue possible, comment voyez-vous les choses? Écoutez, je crois que ce qui a été dit est tout à fait juste dans son pessimisme, aussi bien sur le plan interne que sur le plan extérieur. Ma conviction, pourtant, c'est que la crise algérienne, la guerre civile à laquelle on assiste, et qui, l'autre jour, je citais le chiffre, on citait le chiffre dans notre journal de 1000 morts par semaine. Et les gens, certains lecteurs ont sauté en l'air, ont dit c'est pas possible, etc. Et j'ai fait un peu des recherches complémentaires et j'ai constaté que c'était bien ça. Donc c'est une guerre civile très profonde. Cette guerre civile ne pourra, selon moi, être résolue à terme que par une intervention extérieure, par une médiation, parce que visiblement, les acteurs que vous avez décrits très bien dans cette situation de blocage vont, à un moment ou à un autre, devoir recourir à une aide extérieure, non pas une médiation, un arbitrage autoritaire, mais une aide pour faciliter leur rapprochement. Et de ce point de vue, je pense quand même que la réunion de Rome est peut-être la préfiguration de quelque chose qui va finir par se passer inévitablement. La question, c'est de savoir quand. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Abed Charef, ou est-ce que vous pensez qu'on va vers une radicalisation encore pire des choses? Moi, je pense plutôt qu'on va vers une espèce d'installation progressive dans cette violence qui a atteint un point assez élevé, mais qui, à mon avis, reste stable. Moi, je ne crois pas aux chiffres qui sont donnés sur les morts actuellement. Je ne crois pas aux 1000 morts par semaine. J'ai essayé... Vous pensez que ces chiffres sont exagérés, c'est ça? À certains moments. Hein, maintenant, oui, même à certains moments. Ces chiffres recoupent exactement des conflits politiques qui étaient en relation notamment avec la France. Disons qu'en gros, à un moment donné, en France, on a senti le besoin de faire pression sur l'armée algérienne, de faire pression sur certains hommes qui symbolisaient l'armée algérienne. Et on a dit, il y a 1000 morts par semaine, et comme théoriquement c'est l'armée qui réprime, donc on a dit, ce sont ces types-là et il faut les virer. C'est à peu près ce qui s'est passé. Moi, je ne crois pas à ces chiffres.
Je crois quand même que la situation est plus dramatique. Parce que ce chiffre-là, c'est presque du spectacle. C'est de la télé, c'est du spectacle, c'est de la politique. La mort quotidienne, la violence quotidienne qui s'exerce dans les campagnes, dans les zones reculées, celle qui est loin des images, elle est plus dramatique parce qu'elle n'apparaît pas dans les médias. Et moi, c'est cette violence qui me fait peur. On sait qu'elle existe, on sait qu'elle est là, on sait que dans certains villages, il y a un mort par jour ou un mort par semaine, et que ça risque de continuer pendant un an ou pendant des années. Et ça n'attire pas les médias. Et Gilles Kepel me disait hier, c'est une guerre qui est sans image. C'est encore plus dramatique. Et donc, on offre un spectacle et des chiffres et des conflits politiques. Oui. Et en réalité, la situation est plus dramatique à cause de la banalité de la mort qui s'est installée. Alors justement, vous dites que c'est la télé-spectacle. Il y a quelque chose qui nous frappe dans cette guerre d'Algérie, surtout dans tous les conflits du monde. On est bombardé d'images, si j'ose dire. Et là, on voit rien du tout. Ou pas grand-chose, en tout cas pas la réalité, comme vous le dites si justement. Alors, Pierre-François Chaton, vous qui êtes un homme de télévision, comment se fait-il qu'il n'y a pas plein d'équipes de TV qui nous envoient des images tous les jours du conflit? Je vais vous l'expliquer tout de suite, mais d'abord, j'aimerais rendre ici un hommage à nos confrères algériens qui payent très très lourdement ce qui est vraiment une guerre civile aujourd'hui. Ils sont tombés par dizaines en faisant leur travail. Et les seules images pratiquement que nous avons aujourd'hui sont celles fournies par nos confrères de la télévision algérienne, souvent qui risquent leur vie pour les tourner. Alors pourquoi nous n'y allons pas? Parce que c'est trop dangereux, parce que les journalistes sont des cibles, vous l'avez dit, Monsieur Charef, et particulièrement les journalistes de télévision, parce qu'ils sont très visibles avec leurs caméras et leur équipement un peu lourd. J'étais récemment en Angleterre, où se trouve le siège des 3 grandes agences de presse télévisuelles. Ces agences qui nous montrent des images du monde entier, de tous les conflits, de la Tchétchénie, de la Somalie, et qui prennent des risques énormes. Eh bien, aucune de ces agences n'est présente en Algérie à l'heure actuelle, parce qu'ils considèrent que c'est trop dangereux. C'est vous dire à quel point c'est dangereux, et à quel point on doit faire le constat de notre impuissance. C'est dramatique de se dire que nous, journalistes, aujourd'hui journalistes de télévision, nous ne pouvons pas couvrir ce qui est un des événements de politique étrangère les plus importants de l'heure actuelle. C'est absolument dramatique et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous comptons sur les journalistes algériens. Très bien, écoutez, c'est un point qui méritait d'être expliqué à nos téléspectateurs. Maintenant, j'aimerais poser une question d'un ordre un peu différent. Vu de Suisse, d'un pays relativement tranquille, comme vous le savez, on a un peu de peine à comprendre pourquoi une partie de la population algérienne, les jeunes en particulier, adhèrent à des mouvements qui nous paraissent aussi contraires aux libertés auxquelles nous sommes habitués, aux droits de l'homme, à des habitudes de vie qui nous paraissent être normales. Il y a quand même une adhésion assez forte. Alors, M. Kepel, pourquoi cette adhésion à des choses qui nous paraissent aussi contraires à nous? Si un front de libération nationale comparable à celui de l'Algérie avait régné à Genève au cours des 30 dernières années, peut-être est-ce qu'une partie de la jeunesse genevoise serait aujourd'hui engagée dans des mouvements extrémistes religieux qui auraient le souci de s'en débarrasser. Si la société suisse avait été mise en coupe réglée de la même façon par une nomenclatura venant, disons, je ne sais quoi, exclusivement de la région de Lausanne, peut-être est-ce que les gens auraient envie de se débarrasser de tous ceux qui ont l'accent de Lausanne, si vous voulez. Et il faut bien comprendre, enfin je plaisante malheureusement pour le sujet est grave, mais il faut bien comprendre le contexte au fond du sentiment qu'il y a eu une trahison au moment de l'indépendance. La guerre d'Algérie a été faite principalement par des combattants, ce qu'on appelle les moudjahidines, qui ont payé un lourd tribut à la guerre contre l'armée française et dont un grand nombre venaient de ce qu'on appelle les wilayats, les préfectures, si vous voulez, les régions du centre du pays. Une fois que les Français sont partis, que la guerre a été officiellement terminée en 1962, ceux qui se sont effectivement emparés du pouvoir, ce ne sont pas ceux qui ont payé le plus lourd tribut à la guerre, mais ce sont ce qu'on appelle les gens des armées des frontières, ceux qui sont venus de l'extérieur, qui avaient très peu combattu et qui ont imposé un système dictatorial et qui ont éliminé à partir de ce moment-là tous ceux qui avaient des idéaux un peu plus démocratiques parmi les combattants. Quelqu'un comme Boudiaf, par exemple, qui a préféré disparaître, quelqu'un comme Aït Ahmed a été rapidement mis en prison et ensuite le processus a atteint son terme en 1965 quand
Boumedienne a fait son coup d'État, favorisant aussi la mainmise sur le pays d'un groupe ethnique qui est ce qu'on appelle en Algérie plaisamment les gens du BTS, de la région de Batnat, Bessassou, Akhras, c'est-à-dire les arabophones de l'Est, de la région du Constantinois, qui, si vous voulez, ont bloqué, à mon sens, complètement, je ne sais pas comment Abed Chalef voit la situation, mais bloqué les évolutions de la société algérienne et ont fait en sorte que, en fait, toutes les libertés démocratiques ont été confisquées. Alors, tant qu'il y avait du pétrole, et tant que le pétrole rapportait gros, à peu près jusqu'au milieu des années 80, oui, au fond, on pouvait acheter le silence de la population parce que l'État disposait d'une manne qui lui permettait de redistribuer un certain nombre de choses. À partir du milieu des années 80, le pétrole a commencé à rapporter de moins en moins d'argent. En même temps, le pays a dû de nouveau toucher la réalité du doigt, c'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout fait de politique de planning familial pour diverses raisons, entre autres parce qu'il fallait avoir plus de population que le Maroc voisin, si vous voulez, et la réalité a rattrapé les choses. Et c'est le milieu des années 80 qui marque justement le début de ces troubles, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus, l'État n'arrive plus à acheter la paix de la société, et on va voir monter en puissance un certain nombre de mouvements oppositionnels. De mouvements oppositionnels qui vont parler en partie le langage de l'islam, un peu comme ça a été le cas dans les autres régions du monde musulman, mais ça on en parlera tout à l'heure. Alors justement, donc, il y a un échec économique assez formidable du régime précédent qui avait pris comme modèle le modèle soviétique d'industrie lourde, d'industrie industrialisante. C'est une des raisons de l'échec, à votre avis, Antoine? Certainement. Il y a le modèle économique, pas seulement le modèle politique, mais le modèle économique est profondément en cause dans les événements actuels. Mais il y a juste une chose que je voulais rappeler à l'appui de ce que vient de dire M. Keppel, c'est que je crois qu'on est en face d'un des seuls pays qui ait une pyramide des âges, une pyramide démographique aussi caricaturale, aussi plate, dans le sens que plus de 60 ou 65%, je crois, des Algériens ont moins de 30 ans. Donc, quand vous posiez votre question tout à l'heure sur comment est-ce qu'il est possible que les gens adhèrent en si grand nombre à des théories et à des convictions qui nous semblent vraiment très, très exotiques, vu d'ici, vu de notre petit coin du monde, eh bien, je pense qu'une des réponses est là. Il n'y a pas seulement le facteur historique, il y a une caractéristique vraiment écrasante de la démographie. Bien sûr, partout dans le tiers-monde, vous avez un très très grand nombre de jeunes et des régimes qui ne sont pas capables de satisfaire entièrement sur le plan économique. Mais là, c'est vraiment tout à fait caricatural. Alors, ces jeunes sont face à une situation qui ressemble à celle qu'on peut trouver aussi dans des parties un peu tiers-mondisées, d'ailleurs, du monde développé. C'est-à-dire que leur avenir, leur futur, comme on dit, est extrêmement précaire, très très incertain, beaucoup plus encore ce que nous avons chez nous. Et ils ont l'impression que quitte à tenir les murs derrière eux, puisqu'on évoquait tout à l'heure le nom qu'on leur donne, qu'il y a des gens qui sont appuyés contre le mur parce qu'ils n'ont simplement rien à faire, eh bien, ils aimeraient que leur génération serve à quelque chose et ils s'engagent dans cette direction, qui est très prometteuse aussi sur le plan social. Bien sûr. Il faut l'ajouter. Le désespoir de la jeunesse algérienne est vraiment immense aujourd'hui. C'est assez gênant d'entendre parler de l'Algérie avec des grilles de lecture qui sont valables dans des pays qui sont tellement différents. Monsieur disait il y a un instant ce désespoir de la jeunesse, cette exclusion de la jeunesse et des régimes qui sont incapables de satisfaire les revendications. Si on voit des pays développés, donc qui sont très riches, qui ont beaucoup de capacités, on voit qu'il y a toute une partie de la jeunesse qui est apparue sous le terme d'exclus, de chômeurs, etc. Et donc, même des pays riches n'arrivent pas. Moi, je préférerais dans tout ça, peut-être, en fait, il y a deux manières de dire le problème. Soit d'essayer de le comprendre, soit de le juger. Essayer de le comprendre amène probablement à voir les choses autrement. Je vais prendre un exemple qui est très simple, celui de la démographie qui est très important, qui doit être réglé, sinon l'Algérie et beaucoup d'autres pays arabes et du tiers-monde n'auront pas d'avenir. C'est le résultat d'un énorme succès qui a été mal géré. En gros, ce qui arrive aujourd'hui sur le plan démographique, c'est le résultat de décisions qui ont été prises à la fin des années 60 et au début des années 70. C'est entre autres la médecine gratuite, ce qu'on a appelé la médecine gratuite. En Algérie, ça fait un peu partie de la langue de bois
politique, mais ça a été un truc qui est très simple. Des parties immenses de la population ont eu accès aux médecins, chose qu'on ne connaissait pas avant. On avait un taux de mortalité qui était très élevé et un taux de natalité qui était très élevé aussi, avant. Mais avec ces progrès de la médecine, la mortalité a chuté. Ça a donné un boom démographique et les gens qui sont aujourd'hui des hétistes, qui sont des chômeurs, ce sont les jeunes issus de ce boom démographique. Donc ces gens-là, nés dans les années 70, disons, ils arrivent à l'école un peu plus tard, à la fin des années 70. L'école n'est pas prête à les accueillir. Et puis, ils arrivent sur le marché du travail à la fin des années 80. Aucun pays ne peut répondre à une telle demande. Et donc, c'est cet engrenage des problèmes avec des décisions prises il y a 25 ans qui ont un effet aujourd'hui. Bon, il fallait peut-être prévoir tout ça. Je crois que l'Algérie n'avait pas les moyens de prévoir. Je pense qu'en plus, elle a fait des erreurs en bloquant le débat démocratique qui pouvait peut-être penser, qui pouvait amener à ça. Il y avait aussi des idées politiques qui étaient derrière, oui. C'est clair. Oui. Les dirigeants de l'époque voulaient une Algérie avec 40 millions d'habitants. Ils avaient en référence l'histoire, la fin du 19e siècle, où la population algérienne avait chuté. Quand il y a eu le début de la colonisation, elle était de 6 millions, elle était à 3 millions à la fin du 19e siècle, et cette courbe-là pouvait amener à une disparition de l'Algérien arabo-berbère. Et donc, il y avait une vision, c'était avoir 40... C'est ça, vision nataliste. Et aujourd'hui, quelle est la population algérienne aujourd'hui? On est combien? Autour de 27 millions. 27 millions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe en Algérie? Est-ce qu'il y a des campagnes antinatalistes quand même? Est-ce qu'il y a une volonté politique de freiner la démographie galopante aujourd'hui? Plus tellement à cause de la situation, mais disons que des campagnes pour le contrôle et la limitation des naissances ont été menées à partir du début des années 80, avec plus ou moins de succès, mais il y a une courbe, la courbe des natalités a baissé et elle passe au-dessous des 4 pour 1000 depuis un an, je crois. D'accord. Oui. On est véritablement dans un conflit de génération en Algérie, malgré tout. On est dans un conflit de génération avec le rejet de l'image du père par les jeunes. Parce que le père, c'était qui? De par son âge, c'était l'ancien combattant. Le père avait soutenu ou était dans le parti unique. Donc le père était considéré comme co-responsable d'une certaine manière de ce qui arrivait, notamment du chômage, le fait de ne pas avoir de débouchés, de ne pas avoir de travail, de ne plus avoir d'argent. Donc à l'intérieur même des familles, il s'est passé tout un phénomène quand même très profond où le père a été mis de côté, d'une certaine manière marginalisé par le fils ou les fils, ou les filles qui étaient émancipées, qui avaient un travail à l'extérieur, qui pouvaient sortir sans se voiler, qui pouvaient aller en disco et autres, ce qui se faisait encore il y a quelques années, ont été condamnés à rester à la maison par leurs frères, souvent par leur frère cadet du reste, lequel, lui, a été complètement tombé sous la coupe des bellades et des discours de la mosquée. Et c'est ce phénomène, on a aussi, à mon avis, vu que la famille, tout comme le pays, a été miné de l'intérieur, en quelque sorte. Alors écoutez, j'aimerais, avant de passer à un thème différent, vous rappeler, mesdames et messieurs, que vous pouvez nous appeler au 320 64 11 pour poser vos questions. Mes invités y répondront dans un quart d'heure, 20 minutes, à peu près. Mais je m'adresse maintenant aux spécialistes de l'islam, M. Keppel, des mouvements islamiques. Il faudrait qu'on parle quand même de la grande peur de l'Occident, parce que devant ce qui se passe dans le monde islamique, on n'est pas tous très rassurés. Alors, d'abord, est-ce que l'islamisme algérien est identique ou différent de celui qui se manifeste en Égypte, en Afghanistan, en Iran ou ailleurs? Alors, les références idéologiques de départ sont à peu près les mêmes. La plupart de ces mouvements remontent à une matrice intellectuelle commune, qui est ce qu'on appelle le mouvement des frères musulmans, qui avait été créé en Égypte à la fin des années 20, et dont un certain nombre de disciples se sont structurés en Algérie. Néanmoins, à l'intérieur du Front islamique de salut, les principaux dirigeants appartiennent à des branches qui ont digéré, si vous voulez, cet apport des frères musulmans et qui les ont adaptés aux réalités de la société algérienne. C'est pourquoi il y a des éléments qui ressemblent beaucoup, il y a des modes de mobilisation, il y a des façons d'être, de penser
qu'on pourrait transposer de l'Égypte à l'Algérie, de la Palestine aujourd'hui à l'Algérie ou autre, ou de l'Afghanistan, mais en même temps, c'est un mouvement qui est véritablement algérien et qui est né des contradictions et des blocages et des impasses de la société algérienne. Il ne faut pas non plus s'imaginer, si vous voulez, qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'islam, l'ensemble des musulmans dans le monde doivent remplacer ce qui était le fantasme qu'on avait hier de l'Union soviétique comme empire du mal. Il faut bien voir aussi, il faut faire attention à cette espèce de tropisme qui est en train de devenir maintenant une vérité d'évidence dans un certain nombre de milieux. Quand Reagan parlait d'Union soviétique, empire du mal, c'était l'État qui était visé. C'est-à-dire qu'on considérait que c'était les États issus du modèle soviétique qui opprimaient leur population et qu'il fallait faire tomber ces États pour libérer les populations. Aujourd'hui, quand on incrimine le monde de l'islam, ce ne sont pas les États qu'on incrimine, ce sont les populations dans l'ensemble dont on a très peur pour des raisons de démographie, d'immigration, etc. Et c'est plutôt sur les États qu'on a tendance à s'appuyer, si vous voulez. Ce n'est pas tout à fait le même raisonnement. Alors je crois que ce serait une erreur de considérer que l'ensemble des musulmans dans le monde aujourd'hui sont tous acquis aux idées du GIA, pour faire vite. Oui, bien sûr. Et que penser cela et avoir une attitude de rejet, c'est justement favoriser l'identification à des groupes extrémistes en disant de toute façon, on est considéré comme des moins que rien en Occident, donc regroupons-nous du côté de nos militants les plus extrémistes. Je crois qu'il faut avoir une analyse quand même un peu plus adéquate de la situation et bien se rendre compte que c'est à l'intérieur du monde musulman lui-même, la cause islamiste n'est pas pour l'instant encore une cause gagnante. Elle a remporté un certain nombre de succès, mais elle voit face à elle aussi des groupes, des individus qui ne sont pas d'accord avec elle. Et il ne faut pas considérer que l'ensemble du monde musulman, d'origine musulmane aujourd'hui, est désormais gagné à la volonté de... Oui. Alors, mais justement, vous avez parlé de ce tropisme qui se crée. Il est vrai qu'on ne peut pas nier que dans le monde occidental, et notamment en Europe, on regarde ce phénomène avec une certaine stupéfaction, une certaine crainte, et que la crainte principale, c'est celui d'un afflux massif de gens qui quitteraient, par exemple, l'Algérie pour se réfugier chez nous, à tel point qu'on a mis des barrières assez considérables à l'afflux des Algériens. Quel est votre avis à ce propos, Antoine Maurice? Je crois qu'on vit maintenant depuis 2 ans avec la guerre civile d'Algérie et que ce qui était un fantasme assez pressant, assez urgent, il y a encore quelques mois, a été d'une part combattu par des mesures pratiques qui ont été prises, il faut bien le reconnaître, par l'ensemble de l'Europe sur le plan des procédures d'immigration qui sont terriblement restreintes. Et d'autre part, on a compris aussi, un peu dans la perspective d'une analyse plus approfondie, qu'aucun peuple ne quitte son pays volontairement et en très grand nombre, et que les Algériens, de ce point de vue-là, ils sont admirablement courageux, les uns comme les autres, finalement aussi bien ceux qui luttent pour le maintien ou la transformation du régime que ceux qui sont de l'autre côté. Ils veulent rester là, ils veulent faire partie de la résolution de leurs propres problèmes. Et vraiment, ceux qui doivent s'expatrier, c'est parce qu'ils sont dans une situation d'extrême urgence et d'extrême difficulté. Et la Suisse se réjouissait l'autre jour de manière un peu ingénue, mais enfin c'est quand même significatif de la situation. Je crois que c'était quelqu'un de l'Office fédéral des étrangers. Il disait qu'il n'y avait pas une seule demande d'asile politique qui avait été retenue comme satisfaisante ces derniers mois venant d'Algérie. C'est dire que d'une part le nombre est finalement des gens qui le demandent n'est pas si nombreux qu'on pourrait l'imaginer, et d'autre part, même pour ceux qui sont visiblement sous une situation d'urgence et de stress, eh bien, on ne leur accorde pas si facilement ces autorisations. C'est ça. Peut-être aussi parce que nos critères sont un peu sévères. Oui, oui, non, mais ils sont très très sévères. Mais la France a la même attitude à peu près actuellement, non?
Oui, c'est à peu près la même position partout en Europe. Alors, puisqu'on parle de l'Europe, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de la responsabilité de l'Occident, des Occidentaux dans cet conflit horrible. Il y a des politiques qui sont différentes, celle des États-Unis, celle de la France. La France elle-même est divisée en plusieurs tendances. La tendance de M. Juppé, la tendance de M. Pasqua, qui signifie qu'ils sont plus ou moins favorables à la politique du gouvernement algérien ou non. Comment mesurez-vous la responsabilité de l'Occident dans ce conflit, Pierre-François Chaton? Bon, il y a la responsabilité de la France qui est une responsabilité historique en tant qu'ancienne puissance coloniale, c'est indéniable. Et la France même a toujours joué un rôle prépondérant et continue de jouer un rôle prépondérant à l'heure actuelle, même par exemple en livrant des hélicoptères qui permettront à l'armée algérienne de mieux combattre les islamistes. La France ne laissera pas faire, on l'a vu encore avec la récente initiative un peu particulière de François Mitterrand qui demandait la convocation d'une conférence européenne sur l'Algérie, ce qui a été assez mal accueilli par le pouvoir algérien, et puis ça fait un plouf, on peut le dire, je crois que plus grand monde ne parle de ça pour l'instant. Mais on imagine mal la France, quoi qu'il arrive en Algérie, la France restait hors jeu, dans la mesure où il n'y a pratiquement aucun exemple d'anciennes colonies de poids de la France, où la France était extrêmement présente, où la France est aujourd'hui absente. Donc, on le voit en Afrique noire, par exemple. La France continue toujours à vouloir jouer son rôle, même si de temps en temps elle sortir, regarder le Gabon, regarder le Zaïre et d'autres pays comme ça. Donc, on peut imaginer que la France fera tout ce qu'elle pourra pour contrôler d'une manière ou d'une autre l'évolution des choses. J'aimerais dire autre chose par rapport à deux autres pays qui sont l'Allemagne et les États-Unis, qui jouent un rôle un petit peu particulier quand même, dans la mesure où ils donnent asile à des représentants du FIS à l'extérieur. Alors ces gens-là se sont considérablement exprimés dans un premier temps, particulièrement en Allemagne, et puis suite aux pressions de la France, ils ont été invités assez fermement par les gouvernements à modérer leurs propos et à être plus discrets. Mais il y a des réseaux, inévitablement, il y a des réseaux islamistes en Allemagne, il y a des réseaux islamistes aux États-Unis, et qui sont tolérés par ces deux pays, certainement pour des motifs de politique à un peu plus long terme, en se disant un jour on devra peut-être faire avec ces gens-là, alors autant qu'ils se souviennent qu'on les a accueillis. Un petit peu, ils se mettent un petit peu dans la situation où était la France avec l'Iran, qui avait accueilli l'ayatollah Khomeini, et qui s'en a un peu mordu les doigts par la suite. Oui, bien sûr. La grande démystification, la grande désillusion qui a eu lieu en Algérie depuis quelques années, c'est le mythe de la démocratie occidentale, c'est le mythe des pays occidentaux qui soutiennent la démocratie. Ça, c'est la responsabilité des pays occidentaux. Quand il y a eu l'ouverture démocratique à partir de 1988, les États-Unis et les autres pays occidentaux, la France notamment, ont toujours dit qu'ils étaient prêts à soutenir les pays qui s'ouvraient. Constat, l'aide américaine à l'Algérie, c'est 50 000 $ par an. Je dis bien 50 000 $, c'est-à-dire un peu plus de 50 000 francs suisses. Quand il y a eu toute l'ouverture démocratique, plus les réformes économiques en Algérie à partir de 88-89, non seulement la France et les États-Unis n'ont pas aidé l'Algérie, mais ils ont bloqué l'accès de l'Algérie aux financements internationaux, aux banques commerciales. Donc, moi je crois que c'est le résultat d'un truc qui est très simple. Ça coïncidait à peu près avec la guerre du Golfe. Et la guerre du Golfe a montré que dans les pays arabes où les gens pouvaient s'exprimer librement, ils se sont exprimés contre les intérêts des Occidentaux. La démocratie dans le monde arabe, c'est contre les intérêts occidentaux. C'est une vérité qui s'est manifestée publiquement. Ça, les pays occidentaux ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas pardonné. Deuxième chose qui a joué pour l'Algérie, à mon avis, j'en parle un peu dans le livre, c'est que l'Algérie était sur le point de maîtriser la technologie nucléaire en 1991. Et ça, c'était également inacceptable pour les pays occidentaux, qui ont donc non seulement n'ont pas aidé du tout, mais qui ont bloqué certaines possibilités normales pour l'Algérie d'accéder à des données économiques. Les pays occidentaux ont accompagné dans un premier temps le mouvement de remise en cause du processus démocratique. Même s'ils n'ont pas soutenu le FIS directement, ils ont approuvé toutes les interventions qui ont eu lieu pour casser le processus démocratique. Ça aussi, c'est établi, c'est des faits.
Maintenant, il y a ce qui est public, ce qui est spectaculaire aussi, et il y a la réalité des choses. Ce qui est spectaculaire, c'est cette histoire d'hélicoptères français qui sont donnés à l'armée algérienne. Si on croit qu'avec 10 hélicoptères, on va changer le cours de la guerre, moi, j'ai rien compris à l'Algérie, ni comment ça se passe. En fait, mais ça, c'est public, c'est dit, ça passe dans les médias, et ça permet à la France de dire qu'elle aide l'Algérie contre la déferlante intégriste. Oui. Mais la réalité, elle est très différente, et brutalement, moi, je dirais que c'est l'Algérie qui aide la France. Du fait de la mauvaise structuration de l'économie algérienne, du fait des mauvaises relations économiques entre les deux pays, du fait que le commerce informel entre l'Algérie et la France, le chiffre d'affaires de ce commerce informel est supérieur à celui du gaz. C'est énorme, ces réseaux économiques. Et puis, il y a tous les réseaux de corruption, il y a tout ce qui n'est pas apparent, tous les intérêts occultes, et on se rend compte que s'il y a de l'argent qui circule entre les deux pays, chaque année, l'argent qui va d'Algérie vers la France est supérieur à celui qui va de France vers l'Algérie. Très bien. Alors, on est dans le domaine de la responsabilité des pays occidentaux de la situation. Monsieur Keppel, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois. Oui, non pas en tant que Français spécialement, mais je crois que l'élément principal, si vous voulez, qui aujourd'hui détermine, surtout dans la période électorale où nous sommes en France, l'attitude française envers l'Algérie, ce sont des considérations de politique intérieure. Oui. Il n'est pas question pour les différents candidats à la présidentielle et ceux qui ont des positions de responsabilité gouvernementale, c'est-à-dire à l'intérieur du RPR aujourd'hui, que ce soit du côté de M. Balladur et de ses partisans, de M. Chirac et de ses partisans, il n'est pas question que, si vous voulez, l'enjeu algérien devienne pour l'un ou pour l'autre un enjeu incontrôlable de politique intérieure qui risquerait d'obérer leur chance d'être élu président de la République. Et c'est pour cela, si vous voulez, que le gouvernement français, jusqu'au lendemain de l'élection présidentielle, ne s'engagera pas, à mon sens, dans une quelconque initiative qui entraîne des changements structurels dans la situation algérienne qui risqueraient de ne pas être contrôlés ou de ne pas être... Par ailleurs, à propos du contrôle, justement, ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai employé le terme aussi, peut-être un peu par erreur, je ne pense pas que la France puisse véritablement contrôler ce qui se passe en Algérie. C'est éviter, disons, une évolution dramatique pour elle en termes de flux de réfugiés, etc. Mais aujourd'hui, l'enjeu de sortie de crise qui est envisageable un jour, c'est que s'il y a un nouveau processus électoral qui se met en place, il y ait des garanties internationales. Des garanties internationales, notamment en termes de procédures d'achat des hydrocarbures, de livraison de matières premières, etc. Puisque l'Algérie, il faut bien le rappeler, vit. Bon, Abed Chalef a parlé du Trabendo, des flux financiers au noir gigantesques. Aujourd'hui, il faut bien savoir que le rééchelonnement de la dette algérienne permet qu'il y ait aujourd'hui en Algérie, il y a du cash, il y a beaucoup de cash, ce qui permet justement, ce qui fait le bonheur des bouchers de Marseille par exemple, et des exportateurs de voitures d'occasion de Marseille, qui se payent sur le cash qui a été libéré par le FMI. Mais l'enjeu principal, si vous voulez, et ce qui fait qu'en fait tout le monde est intéressé aussi par l'évolution de l'Algérie, c'est le gaz. C'est le gaz naturel. L'Algérie flotte sur une mer de gaz naturel qui est l'une des sources d'énergie fondamentales pour l'avenir. Et c'est en ce sens que l'attitude américaine, l'attitude allemande, l'attitude française aussi doivent être interprétées. Pour la France, il s'agit d'abord, jusqu'à la fin de la présidentielle, d'une question de politique intérieure. Ensuite, on passera à des considérations autres. Pour l'Allemagne et pour les États-Unis, c'est d'ores et déjà des considérations d'après. Et ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'à l'intérieur même de la mouvance islamiste, vous avez différentes tendances, c'est que les Américains ou les Allemands se demandent dans quelle mesure telle ou telle tendance du fils, finalement, ne sera pas disposée de façon plus flexible à traiter avec eux pour ce qui est des livraisons de pétrole, des livraisons de gaz naturel. Voilà. C'est l'un des calculs géopolitiques qui est fait pour l'avenir. Antoine Maurice, sur ce chapitre-là. Juste un mot pour dire que je ne sais pas si nos spectateurs connaissent bien ces données, mais
il y a un élément d'imbrication tellement fondamental entre la France et l'Algérie que ça fait vraiment partie inévitablement du paysage que nous sommes en train de décrire. D'un côté, c'est les centaines de milliers d'Algériens qui se trouvent en France, qui pourraient devenir demain ou après-demain, en tout cas c'est une des craintes sans doute du gouvernement français, des éléments de subversion ou en tout cas de très fortes revendications, notamment sur les lignes islamistes. Et de l'autre côté, évidemment, le fait que la France a non seulement porté l'Algérie sur les fonds baptismaux historiquement, mais que, en dépit de ce que vous avez dit sur la coopération, il y a quand même toujours eu un relais français par rapport à l'accès au marché, par rapport à la modernité et ainsi de suite, qui reste très très fondamental, ne serait-ce qu'à travers le véhicule, peut-être résiduel, mais en tout cas un véhicule qui est encore là, de la langue française. Donc si vous voulez, cette imbrication, à mon avis, bien au-delà de la perspective électorale française, d'une certaine façon, elle disqualifie la France pour être l'intermédiaire rêvé, en tout cas, ou l'intermédiaire recherché dans une négociation future. Je pense que ça ira, personnellement, je pense que ça ira au-delà de la campagne électorale. Je vous remercie. On reviendra certainement sur ces différents aspects à travers les questions de nos téléspectateurs, à qui je rappelle qu'ils peuvent toujours continuer à nous appeler au 320 64 11 pour continuer à poser des questions. Alors, Jean-Christophe Lichty, vous avez recueilli l'avis de nos téléspectateurs d'une manière globale. Où en est-on? Aujourd'hui, il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous appellent. Et une première remarque qu'on peut dégager, c'est que les gens sont fatalistes. Ils pensent très clairement que l'Algérie n'est pas au bout du tunnel. En gros, on pourrait classer les appels en deux catégories. Alors, première catégorie, ceux qu'on pourrait appeler des spécialistes. C'est souvent des Algériens qui sont installés en Suisse ou bien en France voisine et ils vous posent des questions, bien précises, ils font des remarques sur tel ou tel événement ou sur telle ou telle personnalité qui est impliquée dans le conflit en Algérie. Ils se demandent souvent pourquoi ces personnalités ne sont pas présentes sur le plateau et ils en profitent toujours pour donner leur avis. Alors ils insistent tantôt sur la nécessité d'éliminer sans pitié les islamistes, tantôt sur l'urgence de renverser le gouvernement en place. Une deuxième catégorie, en dehors de ces appels qu'on pourrait qualifier de passionnés, c'est plutôt les Suisses romands. Alors ces Suisses romands s'inquiètent plutôt de la montée de l'intégrisme et du danger que cela peut représenter pour l'Europe. Ils s'indignent aussi parfois de l'attitude ambiguë des Européens face au drame algérien, et c'est surtout l'attitude des Français qui soutiennent largement le pouvoir en place qui suscite le plus de réactions. Je vous propose de passer déjà une première question d'un téléspectateur. Oui, d'accord. Alors avant d'appeler ce téléspectateur, j'aimerais juste dire que si les représentants des différents mouvements algériens ne sont pas là, c'est parce qu'on ne voulait pas faire un débat entre Algériens aujourd'hui à cette table ouverte, mais plutôt une explication pour nos téléspectateurs suisses, explications qui sont fournies essentiellement par des observateurs. Bien, alors j'appelle maintenant notre premier téléspectateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Vous savez qui c'est? Oui. Allô? Oui, monsieur, nous vous écoutons. Oui. Bonjour, messieurs. La question s'adresse à l'ensemble des participants. Nous vous écoutons. Je pense que l'analyse qui est faite au sujet de l'Algérie est certainement correcte, mais je me demande s'il ne faudrait pas la dépasser. Je m'explique. Je ne pense pas que le phénomène de l'intégrisme soit limité purement à l'Algérie. Les exemples quotidiens, que ce soit en Égypte, en Israël, à New York et dans le monde entier, montrent qu'il y a une dynamique et un réseau international de l'intégrisme qui s'exerce non seulement en Algérie et dans tous les pays. La question est la suivante: est-ce qu'il ne faudrait pas prendre conscience que le mouvement pourrait être extrêmement dangereux, non pas seulement pour le monde, comme pour l'Europe, comme vous venez de le dire, mais également pour le monde, et que les responsabilités des gouvernements les plus divers est engagée? Oui, M. Keppel a déjà répondu partiellement à votre question tout à l'heure, mais je pense que c'est une des préoccupations principales de nos téléspectateurs. L'intégrisme représente-t-il un danger global pour le monde occidental? Il y a au fond deux regards maintenant, notamment de la part des intellectuels ou de ceux qui sont les plus impliqués dans les questions de l'islamisme. Est-ce qu'il s'agit d'une nébuleuse islamique extrêmement lâche et au fond qui a des rapports d'opportunisme en quelque sorte des uns et des autres, et aussi des rapports historiques comme vous l'avez souligné tout à l'heure à propos des frères musulmans? Ou bien est-ce qu'il s'agit, et notamment certains intellectuels américains l'ont fortement affirmé ces dernières années, on ne peut pas les disqualifier d'emblée, est-ce qu'il s'agit quand même de la montée de quelque chose de beaucoup plus structuré
et de beaucoup plus dirigé, de beaucoup plus frontalement dirigé, non pas contre la modernité, c'est-à-dire l'entrée de nombreuses sociétés dans les règles notamment de l'économie de marché, mais plus fondamentalement contre l'Occident. Et je ne suis pas sûr qu'en dépit du fait qu'en Europe on est plutôt pour la première version, à savoir, en gros, à savoir qu'il n'y a pas un clash, enfin une confrontation de civilisation inévitable et fatale, et que de toute façon c'est notre rôle de lutter contre cette confrontation si elle devait avoir lieu, c'est-à-dire de jouer les intermédiaires. Mais je ne suis pas sûr que ce débat soit quand même aussi tranché qu'on l'entend souvent, à savoir en Europe l'idée qu'il n'y a au fond pas véritablement de structure islamiste qui serait dressée contre l'Occident et contre les États-Unis en particulier. Allô? Non, mais il y a un certain nombre, moi je partage absolument l'analyse d'Antoine Maurice, mais il y a un certain nombre d'États quand même dont on sait qu'ils encouragent l'intégrisme et l'islamisme. Exemple, l'Iran, il y a aussi eu l'exemple par le passé de la Libye ou comme ça, mais l'Arabie Saoudite également. En fait, on constate surtout que l'intégrisme, le terreau de l'intégrisme, c'est à la fois l'oppression et la pauvreté. On en a un autre exemple hors de l'Algérie, c'est à Gaza, où la pauvreté de cet endroit où habitent des centaines de milliers de réfugiés palestiniens, plus l'oppression de la présence militaire israélienne lorsque les Israéliens étaient encore là, ont totalement favorisé le développement du mouvement Hamas contre les mouvements plus militaro-civils, en quelque sorte, de l'OLP. Donc, oppression plus pauvreté, c'est aussi deux des raisons de la montée de l'intégrisme. D'accord. Oui, d'un mot, monsieur. Moi, je crois surtout que l'intégrisme est une conséquence plutôt qu'une cause. C'est ça. En observant un peu ce qui s'est passé en Algérie, l'intégrisme, c'est le résultat d'une accumulation d'une série de problèmes. Et donc, avant de pouvoir penser à régler la question de l'intégrisme, il faudra redénouer tous les nœuds qui ont été formés. Deuxième constat, c'est que l'intégrisme prend place un petit peu dans les sociétés en mutation. Celles qui connaissent un développement économique, même si c'est positif. Quand c'est le déclin économique, c'est encore plus grave, évidemment, mais quand des sociétés avancent aussi, du fait de la scolarisation, de l'accès aux gens, d'une base de l'islam, une base qui est souvent rudimentaire et donc pas très poussée, ça facilite l'intégrisme. Et la troisième, qui est bien symbolisée par ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est que c'est pas mal d'années d'oppression, c'est que des pays occidentaux ont dit qu'ils allaient participer au financement de la relance économique, qu'ils n'ont strictement rien fait. Et que ça pousse à un sentiment qui est très grave, qui est très dangereux, qui est visible dans toutes les sociétés islamiques plutôt, dans les sociétés musulmanes. C'est un sentiment que l'occidental est en face, que c'est l'ennemi. Oui. Ça, c'est alimenté par ce qui se passe en Bosnie, en Tchétchénie, à Gaza, là où les Occidentaux, en gros, je caricature un peu, mais quand il a fallu taper sur un Arabe qui était Saddam Hussein, les Occidentaux ont mis le paquet, ils ont démoli un pays en 2 semaines. Quand il a fallu, quand ce sont des musulmans qui se sont agressés, comme ce qui se passe en Bosnie, l'ONU est prise en otage, etc. Et les pays occidentaux tournent en rond. Ça, c'est un sentiment d'injustice qui est réel, qui est justifié et qui peut avoir des conséquences très graves. Je comprends très bien ce que vous dites, ça me paraît extrêmement important. Monsieur, je crois qu'on a répondu largement à votre question. Je vous remercie de l'avoir posée. J'aimerais un autre téléspectateur. Question suivante, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Ariane Savary de Nyon-Capelle. Bonjour, madame. Ma question se scindra en deux et s'adresse à la fois à M. Charef et M. Chaton. On vous écoute. Alors, auprès de M. Charef, j'aimerais savoir si les pays limitrophes de l'Algérie ne pourraient rien faire pour aider l'Algérie. Et ma deuxième question s'adresse à M. Chaton. Il dit qu'actuellement, c'est trop dangereux pour les journalistes européens d'aller sur place. Mais avec ce système-là, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une manipulation
que les journalistes montrent ce qu'ils veulent ou ce qu'on veut bien leur faire montrer, vu qu'il existe actuellement des moyens techniques très réduits pour faire des reportages tout de même valables. Bien, madame, merci pour vos deux questions qui sont intéressantes. Alors, monsieur Charef, d'abord, est-ce que on peut compter sur les voisins de l'Algérie, c'est-à-dire essentiellement le Maroc et la Tunisie? Par pays limitrophes, je crois qu'on entend généralement aussi la France, l'Italie, l'Espagne, la France. On a abondamment parlé de la France, oui. Je crois que les pays limitrophes pourraient faire une chose qui est très importante dans un premier temps, c'est ne rien faire. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Si des pays font quelque chose vers un autre pays, c'est qu'ils défendent leurs intérêts. Il se trouve que dans le cas présent, l'intérêt de ces pays limitrophes, leurs intérêts ne sont pas transparents, ils ne sont pas opaques, ils n'ont aucune justification morale, politique, et donc que ça ajoute au dérèglement de la situation. Donc dans un premier temps, ne rien faire, c'est une bonne chose, c'est-à-dire faire moins que ce qui est négatif et qui se fait aujourd'hui. Et puis, dans un deuxième temps, s'il y a quelque chose à faire, c'est accompagner une ébauche de solutions. Le texte de Rome dont parlait Gilles Kepel, que moi je considère comme un excellent texte. Enfin, il a le mérite d'exister, il propose une dynamique de paix. Ces pays pourraient accompagner donc, un mouvement qui irait dans le sens de la déclaration de Rome. Très bien, je vous remercie. La deuxième question porte sur l'action de la presse, de l'information, des journalistes. Pierre-François Chaton. Oui, il y a risque de manipulation. J'ai peut-être un peu simplifié avant en disant que les journalistes étrangers n'allaient plus en Algérie. Il y a quand même des journalistes étrangers en Algérie, principalement des journalistes de presse écrite ou des journalistes d'agence, puisqu'ils peuvent mieux se fondre dans la foule que des équipes de télévision. Même si, c'est vrai madame, les équipes de télévision aujourd'hui transportent du matériel un peu moins encombrant que par le passé. Elles sont quand même très visibles. Elles sont quand même très visibles et on le sait qu'elles arrivent. Je veux dire, il suffit de quelques complicités dans des milieux bien placés pour pouvoir les mettre en danger. Oui, puis elles doivent avoir des autorisations de tournage. Tout à fait. Donc je crois qu'on d'abord, on ne peut pas, pour répondre à madame, je pense qu'on ne peut pas prendre comme parti le fait que les journalistes algériens qui nous alimentent aujourd'hui en images font mal leur travail. Je crois qu'ils le font le plus correctement possible. C'est vrai qu'ils ont des limites, c'est vrai qu'ils ne peuvent montrer qu'un certain nombre de choses, parce qu'autrement ils s'exposeraient trop, mais on connaît ce genre de limites et on sait jusqu'où ils peuvent aller. Ensuite, envoyer des journalistes ou des équipes de télévision plutôt à partir d'ici ou à partir de l'Europe, c'est envoyer des cibles, c'est envoyer des gens se faire tuer. Et malheureusement, je dois dire que c'est une responsabilité, en tout cas que nous ici, mais d'autres aussi, et nous ici, nous ne prendrons pas. Très bien, je vous remercie. Merci madame pour vos intéressantes questions. Question suivante, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Oui, bon. Reda Maktouf de Genève, bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Ma question s'adressera à l'ensemble des invités. Oui. Quel intérêt aurait l'Occident à défendre une junte militaire en Algérie contre la volonté du peuple? Nous savons tous que les Algériens ont choisi librement. Le représentant, je dis bien librement, j'insiste sur le mot librement. Pourquoi leur interdire, donc je parle de l'Occident, pourquoi leur interdire ce qu'on favorise ici chez nous en Occident, donc l'élection libre? Je vous signale que c'est après l'annulation des élections et l'éviction du président, donc Chadli, que la situation a basculé. La question s'adresse à tout le monde. Bon, mais je vous remercie. Qui veut tenter de répondre? Antoine, Maurice? Oui. Je crois que l'annulation d'élection, c'était quoi, 91 ou 92? 92. Début 92. Janvier. Oui. Elle était très significative parce qu'elle a marqué évidemment la rupture d'un espoir qui devait être important en Algérie, mais qui était certainement très important à l'extérieur. L'espoir ou l'illusion d'une marche, au fond, irrésistible vers la démocratie. Et depuis lors, je pense qu'on a fait du chemin, non seulement parce qu'on s'est rendu compte rétrospectivement qu'il y avait une injustice qui avait été commise, au fond, dans le sens même des valeurs de la démocratie, mais aussi parce qu'on a commencé à se demander si véritablement l'issue démocratique au sens de la démocratie libérale, celle qu'on connaît de ce côté-ci de la Méditerranée, était vraiment ce qu'il fallait à l'Algérie. C'est un peu, je crois, ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure, peut-être dans une autre perspective que la mienne. Mais on se rend compte que la représentation qui pourrait sortir, enfin dans l'immédiat, d'un scrutin serait certainement un pas en avant, mais maintiendrait toutes les ambiguïtés
de l'histoire algérienne telle qu'elle s'est construite depuis l'indépendance, c'est-à-dire d'une société qui a des identités au fond très conflictuelles. Pour ne citer que les trois qui ont été implicites ici tout le temps, c'est l'islam et l'appartenance au monde arabe. C'est à travers la relation avec la France, cette appartenance aussi au monde développé ou au monde moderne, enfin peu importe quelles étiquettes on lui met. C'est quand même une des identités algériennes aussi. Et puis troisièmement, toutes les identités locales ou régionales, et notamment le facteur berbère, qui est quand même très important, je crois, dans la composition de l'Algérie. Donc tout ça n'est pas prêt à l'heure actuelle à pouvoir se traduire de manière claire et nette et je dirais satisfaisante dans une élection. Bien sûr que ça serait un pas en avant, mais au fond on a un peu perdu ses illusions. Oui, mais d'ailleurs, lorsqu'on a annulé les élections algériennes en fin 91 ou début 92, c'était avec le slogan « Pas de démocratie pour les ennemis de la démocratie ». Alors, est-ce qu'on peut fonder une démocratie, une interrogation électorale avec des gens qui entendent la supprimer le jour où ils seraient au pouvoir, M. Keppel? Tout dépend de la façon dont on analyse les positions du Front islamique de Salut. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'intérieur de la mouvance islamiste, vous avez deux grandes tendances. Les uns qui expliquent, comme le faisait autrefois Ali Belhadj, la démocratie c'est du kufr, c'est-à-dire de l'impiété, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le Coran, on n'en veut pas. Et Belhadj expliquait par exemple, démocratie ça veut dire la loi est faite par 51% des gens. Donc si 51% des gens disent que l'alcool est licite, l'alcool est licite. Or, comme on sait que Allah a dit dans ses textes sacrés, a stipulé le contraire, donc la démocratie est opposée à la souveraineté d'Allah. Je simplifie, oui, mais en gros c'était le premier argumentaire à l'intérieur de la mouvance islamiste. L'autre vous dit aujourd'hui des gens comme par exemple Ranouchi, le leader du mouvement de la tendance islamique tunisien au Narda qui est réfugié à Londres, comme beaucoup de dirigeants islamistes aujourd'hui, Londres étant un peu la capitale aujourd'hui des mouvements islamistes dans le monde, qui disent pas du tout nous sommes favorables au pluralisme. Mais un État islamique ne sera pas un État monopartisan, au contraire, il y aura la possibilité de s'exprimer. Alors pour l'instant, ils n'en ont jamais véritablement fait la preuve. On doit prendre acte de ce qu'ils disent, ils le disent en tout cas, et c'est différent de ne pas le dire. Mais quand on voit par exemple l'État soudanais, qui est un peu aujourd'hui la référence des mouvements islamistes, cette tendance, il n'est pas précisément, dans ce sens. Par ailleurs, est-ce que dans un État islamique, des gens qui sont d'origine musulmane et qui sont opposés par exemple à l'application de la charia, est-ce qu'ils auront le droit de s'exprimer, de le dire, ou bien alors est-ce qu'ils seront considérés comme des apostats qui méritent la peine de mort? Et on a vu par exemple en Égypte, dans ces dernières années, des essayistes laïcs assassinés, l'un d'entre eux au moins assassiné par des militants islamistes radicaux, et ensuite un imam conservateur proche des frères musulmans venir témoigner à décharge au procès de ces assassins. Donc là, on est en plein débat, et je crois que c'est une question qui se pose aussi, même en fait très précisément en Europe, dans la mesure où un certain nombre de ces mouvements de réislamisation sont présents en Europe. Certains d'entre eux disent être favorables au système démocratique, souhaitent s'y impliquer et y participer. Je crois qu'il faut qu'ils fassent leur preuve, qu'ils le manifestent, et à partir de ce moment-là, on verra comment le débat se produit. Mais a priori, pour revenir précisément à la suspension des élections, moi, il me semble que, rétrospectivement, ça n'a fait qu'aggraver les choses, et qu'à l'époque, à l'intérieur du FIS, il y avait, ceux qui portaient le FIS à ce moment-là, des gens comme Abdelkader Hachani par exemple, c'était des gens qui étaient certainement beaucoup plus réceptifs à la mise en place d'un système démocratique ou en tout cas une alliance avec des groupes non extrémistes que ça n'est le cas aujourd'hui après plus de 2 ans d'affrontements armés. Très bien, je vous remercie pour cette réponse très détaillée. J'aimerais une question suivante. Allô? Il y a quelqu'un en ligne? Oui. Oui. Bonjour. Nous vous écoutons. C'est Nordine Bachachali du canton de Fribourg. Oui, très bien. La question s'adresse à tout le monde, à ces messieurs les journalistes. Est-ce que les autorités suisses, ils ont peur d'importer le conflit algérien sur le territoire suisse, vu qu'il y a une restriction très importante sur les visas? Oui, on en a déjà touché 2 mots tout à l'heure, mais peut-être qu'Antoine Maurice peut compléter. Il y a en effet des restrictions très très fortes à l'égard de... Mais à cela, on ajoute
chez les autorités fédérales que s'il y avait véritablement une situation de migration massive pour des raisons liées aux droits de l'homme et à d'autres facteurs de ce genre, la Suisse serait prête à faire le geste qu'elle a fait, par exemple, par rapport aux Bosniaques ou aux ex-Yougoslaves, c'est-à-dire accepter des contingents relativement importants, en tout cas relativement en comparaison européenne, de réfugiés politiques notamment. Donc, je pense qu'il n'y a pas, si vous voulez, là une attitude de la Suisse qui est critiquable complètement a priori. Il faudrait voir ce qui se passerait. Merci pour cette précision. Juste une autre précision peut-être par rapport à la France, pour dire que la France se prépare également en recensant un certain nombre d'endroits où pourrait être installée une vague massive d'Algériens. Bien, merci pour cette question. Je vais demander une dernière question, s'il vous plaît. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Jean Sonnex à Genève. Juste une constatation. J'apprends par votre émission que les groupements islamistes extrémistes sont de basse classe, comme tout le monde le sait, sont défavorisés. Mais alors je pose la question, qui fournit les armes et la munition et qui paye? Bien, voilà une question très précise. Je vous remercie. Gilles Kepel, vous avez peut-être un début de réponse. Oui, ce ne sont pas uniquement des gens de basse classe. Hein, j'ai essayé de dire. Vous voulez dire des gens défavorisés. Voilà, hein. vous avez au départ, vous avez effectivement cette masse de jeunes, on en a beaucoup parlé, qui ne voient pas d'avenir, etc. Mais vous avez aujourd'hui, à l'intérieur du monde musulman, un certain nombre de groupes d'élites qui se font les porte-paroles de ce que vous appelez ces basses classes, qui parlent en leur nom et qui veulent utiliser leur masse de manœuvre pour se porter eux-mêmes au pouvoir. On peut réfléchir très rapidement à ça en gardant en tête l'exemple iranien. Qu'est-ce qui s'est passé en 1979 ? La révolution islamique a eu comme fer de lance, si vous voulez, ce qu'à l'époque on appelait dans le vocabulaire khomeiniste les déshérités, les mustatafin. C'est-à-dire donc les gens sans avenir, sans espoir, qui ont mis dehors le régime du Shah, qui ont été la masse de la révolution, mais qui ensuite donc, ont fait venir au pouvoir des marchands du bazar, des ingénieurs barbus venus d'Occident, toutes ces élites alternatives qui ont parlé en leur nom et qui, elles, n'étaient pas favorables à ce que tout soit chamboulé et soit renversé. Et à ce moment-là, il a fallu faire quelque chose de ces déshérités qui, eux, avaient des revendications beaucoup plus radicales. Et fort heureusement, pour le régime iranien, Saddam Hussein a déclaré la guerre à l'Iran. Et à ce moment-là, le régime iranien a envoyé sur les champs de mines irakiens tous ces déshérités. Ils y sont morts en grande partie. Ils ont été ensuite appelés martyrs et célébrés comme tels, mais ils ont du coup disparu du champ politique, si vous voulez. Donc, il faut bien comprendre que dès qu'il y a une situation de tension, il y a des gens qui ont intérêt à faire en sorte que cette situation évolue. Donc vous avez des groupes qui voient dans le désarroi actuel algérien l'occasion d'améliorer leur situation sociale, politique et économique une fois le conflit achevé, et cela en remplaçant les élites actuellement au pouvoir. C'est ça. Bien. Messieurs, je vous remercie des réflexions vous avez tenues autour de cette table aujourd'hui. Je rappelle qu'aujourd'hui, la table ouverte n'était pas destinée à un débat algéro-algérien, mais bien plutôt à éclairer un certain nombre d'interrogations sur cet affreux conflit dont on ne voit pas qu'il puisse arriver à une solution dans un avenir rapproché. Dimanche prochain, c'est Claude Torasanta qui animera la table ouverte avec public, table ouverte qui sera consacrée à la question de l'ouverture prolongée des commerces. Est-ce qu'il faut-il ouvrir les commerces plus souvent le soir et le dimanche? Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je donne donc rendez-vous à dimanche prochain et je vous souhaite un bon dimanche.